Et salut! Bonjour à tous. Il a l'heure, pour une fois. Je sais pas qui est là ou pas. On va patienter un petit peu que les gens se connectent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Hop. Ah oui, il n'y a personne. Salut Yeka. J'espère que tu vas bien. Toujours fidèle au poste, presque toujours. Bon, aujourd'hui on a du pain sur la planche. Mais bon, j'espère que ça va vous intéresser de jouer un petit peu avec les requêtes HTTP. Bon, et du coup, on va commencer doucement. Qu'est-ce que je peux vous raconter pour débuter à part ça? Bah, pas grand-chose. J'ai pas eu le temps de finir notre notebook d'analyse de crawl de la semaine dernière. Donc je m'en occuperai à zap, comme on dit, et puis je vous enverrai ça dès que possible. Les blagues de Toto, bah malheureusement je n'en connais pas trop. Donc Yannick, si tu en as une, n'hésite pas à nous la proposer dans le chat. Je suis sûr qu'elle sera de bon goût, te connaissant. Voilà. Moi je connais pas beaucoup de blagues en fait. Hein. Je suis peut-être pas aussi drôle que toi. En tout cas, voilà, donc pour cette semaine, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je voulais changer un petit peu de sujet parce que ça fait un moment qu'on tournait autour de cette analyse de crawl et même si je pense qu'on y reviendra peut-être, ce serait intéressant de voir un petit peu autre chose. Et du coup, l'idée pour cette semaine, c'était d'essayer de faire des requêtes HTTP, qui est une des problématiques qu'on a très souvent Python et en SEO aussi, pour faire appel notamment à pas mal euh, d'outils, d'API, etc. Du coup, alors j'ai rien préparé comme d'habitude pour ce live, mais c'est pas grave, on va faire tout ça en direct. On va créer un nouveau projet qu'on va appeler requête HTTP parce que je suis très inspiré comme d'habitude. Voilà, et puis comme d'habitude, je vais commencer par me créer mon petit environnement virtuel. Alors je vais peut-être commencer par regarder si je peux pas updater pnv, a priori non. Est-ce qu'il m'a mis à jour les versions que je peux installer? Je ne pense pas non plus. Voilà, donc par rapport au live de la semaine dernière, si vous vous en souvenez, je vous avais parlé de Python 3.11. A priori, la nouvelle version est toujours pas disponible dans pnv, donc c'est pas très grave. On va du coup se contenter de la version 3.10.6. Hop. Du coup, comme je le disais, en attendant que mon setup se termine, on a besoin de faire plein de requêtes HTTP lorsqu'on fait à la fois du Python ou n'importe quel autre langage de programmation d'ailleurs aujourd'hui, et également quand on fait du SEO, parce que, en tout cas dans un point de vue SEO, on a pour moi deux grandes problématiques. La première dont j'ai déjà parlé, c'est le fait de faire appel à des API, et ça se passe généralement par des requêtes comme ça, pour récupérer ou envoyer tout un tas d'informations. Et puis l'autre cas d'usage pour nous en SEO qui va nous intéresser, c'est également de récupérer tout simplement des pages web et de regarder ce qu'il y a dessus et faire peut-être quelques tests. En fait, ce premier besoin, on va dire, est probablement un peu plus facile à traiter que les API, donc on va commencer par ça. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de proposer, c'est déjà de découvrir un petit peu les outils dont on va se servir pour ça,
et puis de commencer à peut-être se créer un petit script pour surveiller quelques infos intéressantes. Alors, la première librairie dont on va se servir, elle s'appelle Request. C'est un grand classique Python, même si ça fait pas partie des librairies du cœur de Python, on va dire. Alors, Yannick me demande si ça permet de récupérer automatiquement le contenu de la balise Meta Keywords. Et on peut tout à fait faire ça, effectivement. Si tu travailles toujours en 2006, c'est possible. Mais du coup, tu peux aussi peut-être aller un peu dans le monde d'aujourd'hui et récupérer des infos un peu plus pertinentes. Donc, je vous parle de Request. Ouais, c'est futuriste, t'as vu, c'est ouf. Donc, Request en Python, qui est une librairie que vous allez voir dans pas mal de projets. Et qui, en fait, est un truc dont on n'a pas forcément besoin, en réalité. Donc, c'est, comme son nom l'indique, une librairie qui va nous permettre de gérer des requêtes HTTP. On reviendra peut-être tout à l'heure un peu plus dans le détail de ce que c'est une requête HTTP, quel type de requête il existe, etc. Mais grosso modo, si je regarde très rapidement la documentation, ce que je vois, c'est que je peux appeler une URL, éventuellement avec une authentification ici, récupérer le code réponse, des informations dans les headers, le texte, etc. etc. Donc c'est typiquement ce dont on a besoin. Et comme je vous ai dit, en fait, ça ne fait pas partie des librairies du noyau de Python. Et ça n'est pas indispensable pour faire du HTTP en Python, parce qu'il y a une librairie principale, on va dire, qui existe, qui doit s'appeler URLlib de mémoire. Voilà, module de gestion des URL. Et URLlib, en fait, permet de faire des requêtes et de gérer un certain nombre d'éléments, etc. Le truc, c'est qu'en réalité, URLlib, c'est un peu chiant à utiliser, c'est un peu compliqué, c'est bien documenté, mais c'est pas toujours facile à manipuler. Et c'est pour ça que dans le cas de Request, et on trouvera également ce genre de logique dans d'autres cas, on aura peut-être l'occasion de voir ensemble, il y a des tiers, donc des développeurs totalement indépendants de langage Python en lui-même, qui ont décidé de créer leur propre librairie, qui dans la plupart des cas, et je pense que c'est le cas d'ailleurs de Request, s'appuie sur la librairie existante dans le cœur de Python, mais nous permet d'avoir une interface un peu plus facile. Alors quand je parle d'interface, c'est des fonctions, des fonctionnalités un peu plus faciles d'utilisation, et qui du coup vont faciliter le travail des développeurs. Dans le même genre, j'ai en tête par exemple une librairie qui, je ne sais pas d'ailleurs si elle est encore maintenue ou pas, mais une librairie qui permet de beaucoup simplifier tout ce qui est connexion à l'API de Google Search Console, donc on aura peut-être aussi l'occasion d'utiliser ça plus tard. L'idée c'est que on va faciliter pas mal de choses et du coup permettre un gain de temps, un gain de productivité dans tout ça. Alors, je digresse un petit peu là-dessus, mais il faut quand même toujours faire un petit peu attention parce que c'est bien d'avoir ce genre d'outils qui vont nous faciliter la tâche. Par contre, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des possibilités qu'on peut avoir au départ, ou bien de la sécurité ou ce genre de choses-là. Donc, évidemment, toujours faire la part des choses selon les projets, etc. Mais autant s'appuyer sur une librairie qui a vraiment pignon sur rue, comme peut l'être celle-ci, donc Request. Je pense que ça pose de problème à personne. Autant s'appuyer sur une librairie obscure développée par un tiers et que personne n'utilise, c'est peut-être un peu plus risqué. Donc faites attention à ce que vous faites par rapport à ça. L'autre point, c'est également que dans certains cas, notamment dans la plupart des cas, lorsqu'on va faire du SEO, on n'a pas trop de problématiques de temps d'exécution, de charge serveur ou ce genre de choses là. Par contre, il y a
forcément un coût, on va dire, à utiliser des surcouches d'une librairie déjà existante. Donc parfois il vaut mieux prendre un peu plus de temps et coder de manière un peu plus brute de fonderie, on va dire, pour pouvoir ensuite avoir un code plus performant. Est-ce que c'est développé, si c'est développé par un demi ou un quart? Alors je crois que on peut parler de demi ou de pinte, mais le quart, je vois pas ce que c'est, peut-être un galopin. J'espère que ça répond à ta question. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, donc URL lib, on peut le garder en tête, mais on va l'oublier. Nous, on va surtout s'intéresser à request. Et alors, comment ça marche request? C'est très simple. On va se créer un petit fichier. Hop. Bon, mon ordinateur est toujours un petit peu lent, hein. Pour rappel, c'est une vieille machine qui a bientôt 9 ans, je crois, mais qui fonctionne quand même toujours plutôt bien. Donc je vais commencer par... Ah, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Importer donc request. Et puis du coup, je vais pouvoir faire une première requête HTTP. Bon. Pour plus de facilité, on va requêter databulle.com qui du coup va répondre correctement normalement. Et puis on va commencer par regarder ce qui se passe si je fais ça. Donc je sauvegarde mon petit fichier, je vais l'exécuter. Hop. Voilà, et donc là ce que je peux voir c'est que si j'imprime à l'écran le contenu de mon objet request R, ce qui s'affiche c'est cette chaîne de caractères un petit peu bizarre qui me dit que en gros j'ai une réponse avec un code 200. En réalité ici c'est loin d'être l'intégralité du contenu de l'objet request qui a été créé, donc l'objet R, c'est simplement une chaîne de caractères qui nous permet de savoir à peu près ce qu'il y a dedans. Mais évidemment, il y a bien plus de choses que ça. Par exemple, je pourrais aller imprimer le code réponse. Hop, donc si je fais ça, j'ai plus que le code réponse qui s'affiche. Et puis je pourrais également imprimer ce qu'on appelle le texte. Et là, j'ai tout le code HTML qui s'affiche de ma page web. Donc vraiment le code HTML, ce qui est assez similaire finalement à ce que j'aurais pu faire. Je sais pas si j'ai curl d'installer sur cette machine. Voilà, donc là j'ai utilisé curl qui est un grand classique de la ligne de commande Unix que vous connaissez peut-être déjà. Et je peux voir que si je fais la même chose en Python, j'ai à peu près l'équivalent. Il y a peut-être des détails qui changent, mais grosso modo, on a la même chose. Donc ce qui va être intéressant par rapport à ça, c'est déjà plusieurs choses. Donc, comme on l'a dit, déjà il y a plusieurs attributs, on va dire plusieurs éléments à l'intérieur de mon objet R que j'ai créé en faisant une requête. Donc je vais pouvoir en gros traiter deux types d'informations. Tout ce qui est dans les headers HTTP. Donc les headers HTTP, c'est tout simplement ce qui va s'afficher si je fais un curl-i. Voilà, donc ça c'est les headers HTTP. Qui me donne du coup plein d'informations sur la version d'HTTP qui est utilisée, le code réponse, la date de ma requête, le type de contenu qu'on m'a renvoyé, la longueur, et puis plein d'autres choses qui sont pas forcément toujours très très intéressantes pour nous. Donc ça c'est une première partie des éléments qu'on va pouvoir récupérer. Et la deuxième partie c'est en fait tout simplement le code HTML
sur lequel on va ensuite pouvoir créer, pardon, oui, Last Modified en 2021. Et effectivement, je pense que c'est à peu près véridique, hein. Je crois que le dernier article publié sur le site doit justement dater de 2020 ou 2021, donc il serait temps que je refasse un peu d'actualité, mais peu importe finalement. En tout cas, oui, ce que je disais, c'est que du coup, par rapport au code HTML, donc on peut voir qu'il y a vraiment l'intégralité du code source, hein. Et comme vous le savez sans doute, le HTML, c'est un langage de représentation qui fonctionne en forme d'arbre, on va dire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser euh, des méthodes de navigation dans les différents nœuds de mon code HTML pour aller récupérer les informations qui vont nous intéresser. Donc si vous avez entendu parler par exemple de XPath, et c'est ni plus ni moins que ce genre de logique-là. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce qui va être intéressant pour nous d'un point de vue SEO? Alors j'avais un petit projet en tête, alors, je ne cache pas que j'ai déjà fait ça il y a pas mal de temps, mais qui me paraît assez utile. C'est peut-être un petit script pour surveiller les codes réponses d'une liste d'URL et puis regarder ce qui se passe. Alors on va essayer du coup pour ça de nettoyer un petit peu notre code. Je vais laisser mon import et je vais faire des trucs un petit peu bizarres et je vais vous expliquer ensuite. Ce que j'ai fait. Hop. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? J'essaie déjà de mettre en place une bonne pratique. En fait, c'est pas une bonne idée, on va dire, d'avoir du code Python directement exécutable à la racine d'un fichier. Tout simplement parce que là, je vais commencer à créer différentes fonctions, différentes routines, on va dire, au sein de mon répertoire. Donc mon répertoire, pour le rappel, pour l'instant, il ressemble juste à ça. Donc j'ai juste un simple fichier qui est présent, mais je risque d'en créer d'autres. Et peut-être que je vais vouloir, par exemple, sur un autre fichier Python, appeler une fonction que j'ai codée dans un premier fichier. Donc on va voir comment on pourra faire, alors peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas par la suite, un import d'un fichier vers un autre. Le problème si je fais ça, c'est que si j'ai du code à la racine de mon fichier qui est directement exécutable, genre print Yannick Bouvard, et je mettrai pas la suite. Si j'ai du code comme ça qui est présent dès la racine de mon fichier, en fait il va être exécuté à chaque appel de ce fichier-là, y compris si ce fichier est appelé uniquement pour importer une fonction. Donc ça peut être assez dangereux et on veut éviter ce genre d'erreur-là, on va dire. Donc la bonne pratique, c'est en fait d'encapsuler notre code dans des fonctions. Et du coup, l'habitude qu'on a, c'est de créer une fonction main qui va contenir en fait le code principal du script dans le cas où on l'exécute directement et pas dans le cas où on va intégrer des fonctions de ce script-là dans un autre script. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le if name égale main avec les doubles underscores de chaque côté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des dunder en Python. Me demandez pas pourquoi, mais voilà. Donc if dunder main égale main, dunder main, dunder name, bref, vous m'aurez compris. Ça en fait, ça dit tout simplement si le script est directement exécuté, exécute ce qui se passe du coup à partir de ce truc là. Et d'ailleurs j'aurais mieux fait
décrire ça plus précisément. Donc en gros, l'idée, c'est si mon script est exécuté directement, je vais exécuter la fonction main. Et puis par contre, s'il n'est pas exécuté directement, bah, je vais avoir plein d'autres fonctions peut-être. J'invente une. Hein, Si par exemple je veux importer ma fonction Toto dans un autre script, bah, je vais pouvoir l'importer sans exécuter le reste de mon script. Donc ça c'est important d'avoir ça en tête, c'est vraiment une bonne pratique que vous pouvez d'ores et déjà commencer à prendre et qui va vous permettre d'avoir du code un petit peu plus propre. Maintenant qu'on a dit ça, donc il y a un écho bizarre là. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Hop. Désolé pour ça. Donc comme je le disais, maintenant qu'on a dit ça, le principe ça va être de réfléchir à ce qu'on veut faire. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi le but c'est de prendre en entrée une liste d'URL. Alors peut-être qu'on va dans un premier temps intégrer cette liste d'URL dans notre script directement et puis par la suite on verra si on a le temps d'intégrer ça via un fichier externe. Et puis ensuite, on va devoir du coup passer URL par URL là-dessus et puis aller récupérer à chaque fois le code réponse de notre URL. Du coup, je cherche ma souris, mais en fait, j'utilisais pas le bon trackpad, donc c'est pour ça que ça marchait pas. Du coup, je vais faire un truc un petit peu crade pour l'instant. Je vais créer ma liste. Et dans ma liste, donc on va remettre notre databuild.com. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Alors, en fait, il y a un site que j'aime bien, mais j'oublie à chaque fois son nom. Hop, alors laissez-moi une seconde. C'est ça. Alors, un site qui va être bien pratique pour nous pour tester le comportement de notre outil, justement, s'appelle HTTP-bin. Et alors, il doit y avoir une version en ligne de HTTP-bin. Hop, je ne sais plus comment ça marche. Bon, en tout cas, donc HTTP-bin, alors il y a une version un peu plus précise, il me semble, mais je sais plus où elle est. En tout cas, c'est un outil qui va nous permettre du coup de pouvoir, entre guillemets, générer des cas d'usage un peu particuliers. Et pour ça, il va simplement nous falloir savoir quelle URL on veut récupérer. Donc là, je vais simplement en mettre une comme ça. Hop. Et puis, je vais peut-être essayer d'avoir une redirection aussi. Redirect, voilà. Donc, si on veut une redirection avec 3, là. Voilà. Hop. Donc, on va simplement commencer avec ça. L'idée, c'est de se créer une petite boucle. Je refais la même chose que tout à l'heure. Et puis...
On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, donc j'ai ma première URL databulle.com qui répond avec un 200, jusque-là rien d'anormal. La deuxième qui doit répondre avec un code 418 répond bien avec un code 418. Okay. Et puis là, ce que je vois, c'est que j'ai une redirection qui aboutit sur un code 200. En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que, hop, si je regarde le code réponse direct de cette URL seulement, j'ai bien une 302 vers une deuxième URL qui, elle, n'a plus que de redirection et qui va me renvoyer vers la même chose avec un ici, et puis pour finir, certainement, voilà, une URL qui, elle, va répondre en dessous. On peut s'en donner le cœur net. Voilà. Donc en gros, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que au lieu de m'afficher le code réponse de la première URL qu'il a trouvée, la librairie request, elle a choisi de m'afficher le code réponse de la fin de ma chaîne de redirection. Et ça, c'est intéressant dans certains cas, mais moi, dans un cas SEO, ce qui va m'intéresser, c'est d'être au courant que j'ai une chaîne de redirection. Donc je veux pas avoir le code réponse de la première URL donnée, de la dernière URL donnée, pardon, mais bien celle de la première. Et pour ça, on va avoir une petite astuce, c'est qu'en fait, même si on a donc dans notre attribut status code le code réponse de la dernière URL de la chaîne, request va quand même garder ce qu'il appelle l'historique, dans lequel on a du coup la liste de toutes les redirections. Et typiquement, donc l'historique, ça s'appelle history. On va voir à quoi ça ressemble. Ok, et du coup dans l'historique, j'ai 3 objets. Donc en fait l'historique c'est une liste. C'est pour ça qu'on a les petits brackets au bout. Une liste de 3 objets réponse HTTP qui à chaque fois m'envoie une 302. Donc j'ai bien mes 3 redirections comme prévu. Et puis à la fin, j'ai du coup une autre URL que celle-ci qui affiche un code réponse 200. Donc moi j'ai 2 problèmes, c'est qu'il va me falloir du coup la liste des URL et des codes réponses, y compris la dernière URL. Pardon, la dernière URL. Du coup pour ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est déjà peut-être dissocier 2 cas. Donc un premier cas qui est pas de redirection. Et puis un deuxième cas que je mets avant dans mon code pour que ce soit plus facile. Je vois que là j'ai fait une bêtise. Est-ce que ça marche? Alors, avant de passer à l'exécution, donc en gros, l'idée c'est de se dire si j'ai un historique, donc si j'ai une chaîne de redirection, quelle qu'elle soit, je vais parcourir cette liste de redirection et à chaque fois je vais afficher l'URL de départ et puis le code réponse. Pas sûr que ça marche en fait parce que je pense que c'est pas l'URL de départ qui va m'afficher. Et si ça marche, et ben c'est parfait.
Donc voilà, donc j'ai bien, lorsque je trouve une redirection, le code réponse qui s'affiche, puis la liste des redirections. Alors, maintenant qu'on a dit ça, ça serait peut-être intéressant d'afficher ça d'une autre manière. Là, c'est peut-être une question de goût. Est-ce que je veux tout afficher en liste? Est-ce que je veux afficher ces choses-là sur une seule ligne? J'ai envie de dire que c'est un peu libre à vous de voir. Mais en tout cas, maintenant, on est déjà capable de savoir quel est le code réponse de notre page. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on peut peut-être aller un petit peu plus loin que ça. Donc je vais laisser ce code-là de côté pour l'instant. Et puis je vais créer un deuxième fichier. Comment on va l'appeler? Status code. Hop. Alors, je vais reprendre ma liste d'URL de tout à l'heure. Et en fait, je pense qu'on peut faire un petit peu mieux que ça, c'est-à-dire que je peux très certainement transformer cette liste en une liste de dictionnaires. Dans laquelle je vais directement intégrer le code réponse que je m'attends à trouver. Donc ici, en gros, ce que je vais dire à mon outil, c'est pour telle URL, j'attends tel code réponse. Donc avec une structure de base en Python qu'on a probablement déjà vu par le passé, et un dictionnaire. Donc un dictionnaire, c'est tout simplement un ensemble de clés associées à des valeurs. L'idée, c'est que on a la même clé un peu partout dans chaque dictionnaire équivalent. Et puis du coup, on va pouvoir avoir des valeurs qui diffèrent. Ça nous permet du coup d'avoir une petite structure de données facile à manipuler sans forcément avoir, comme dans d'autres langages, à créer des structures un peu plus compliquées, des classes, etc. Donc là, c'est beaucoup plus malléable. Et puis du coup, dans mon script main, l'idée, ça va être d'essayer... alors, ce que je suis en train de faire, ça ne va pas marcher, mais je vais finir d'abord. Hop. Voilà. Donc l'idée, tout simplement, donc je parcours ma liste de dictionnaires. Pour chaque élément de la liste, donc pour chaque dictionnaire, je vais requêter l'URL de ce dictionnaire. Et puis ensuite, je vais vérifier si le code réponse correspond bien à celui que j'attends ou pas. Qu'est-ce que ça nous donne?
Ah, ah oui, ok. J'ai oublié qu'il fallait mettre des guillemets autour de mes noms de clés. Ok. Et alors j'ai un autre problème. C'est que j'ai voulu accéder directement. Ok, il n'en veut pas non plus. Alors on a une troisième option. Hop. C'est pas très propre mon code, mais c'est pas grave. Voilà. J'améliore un petit peu l'affichage. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'appelais pas les clés de mon dictionnaire correctement, donc c'est ça la bonne méthode. On verra qu'il y a d'autres manières de faire les choses par la suite, mais peu importe. Et puis j'ai simplement rajouté l'URL dans mon message, histoire que si je réexécute, j'ai bien mon URL équivalente qui est à côté. Donc ça, c'est un premier niveau. Donc là, on vient ni plus ni moins que de se faire un petit script de monitoring des codes réponses sur une liste d'URL. Évidemment, c'est très très archaïque et basique. Mais on va voir ensemble comment on peut améliorer les choses. Et pour ça, bah déjà, ce qu'on peut peut-être commencer par faire, c'est n'afficher une erreur que bah, s'il y a vraiment une erreur. Du coup, ça veut dire que je peux me passer de cette étape-là et n'afficher quelque chose que si j'ai une erreur. Peut-être que tout simplement, si je fais... Si l'URL n'est pas égale au statut code, affiche le message, ce qui va me donner du coup ce truc-là, voilà. Donc ça, c'est une première étape, c'est que, bah, en gros, si tout va bien, j'ai pas de raison d'afficher que tout va bien. Je pourrais aller un petit peu plus loin et gérer des niveaux d'informations différents. On verra probablement dans l'avenir plus ou moins lointain comment faire, notamment avec des méthodes de logging. Donc, on parle souvent d'analyse de log en Python, mais il ne faut pas oublier que... En Python, en SEO, pardon. Donc je reprends. On parle souvent d'analyse de log en SEO, mais il ne faut pas oublier que les logs, c'est pas simplement des logs d'accès serveur comme ceux qu'on a l'habitude de traiter pour le SEO, c'est également des logs sur l'exécution de tel ou tel programme, par exemple. Et à la base, les logs, ça n'a pas été créé pour le SEO, bien au contraire. Pardon. Et du coup, on peut tout à fait créer nos propres logs pour suivre l'exécution d'un programme. Mais on verra ça une prochaine fois. Là, on va se contenter de choses assez simples. Et du coup, bah là, on a du coup notre petit message d'erreur qui s'affiche. On pourrait également compléter le message, évidemment, avec, par exemple, le code réponse attendu. Hop, donc là, si je fais ça, tout simplement, il faudrait que je sache à quoi correspond chaque champ. Mais ce que je vais me dire, c'est que, ok, j'attendais le code réponse 302 et j'ai eu un code réponse 200, donc c'est pas très bon. Ça met en lumière un autre point,
c'est que en fait le test que je viens de faire là, il est sur l'URL finale. Et du coup, bah, moi ce que je veux, c'est pas ça, c'est le code du dernier élément de l'historique. Donc je vais reproduire ce truc là. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? J'ai dit s'il y a un historique, donc s'il y a une chaîne de redirection, compare le code réponse attendu avec le code réponse du premier élément que tu as dans ta chaîne de redirection. Ok. Et si j'exécute, pardon, bah, tout va bien, on ne m'affiche pas de problème. Le problème par contre, c'est que en fait, j'ai cassé le comportement dans les autres cas. C'est-à-dire que là, donc, pour rappel, on a notre URL qui se finit en 418 qui doit me renvoyer un statut 418. Je lui ai dit que j'attends un statut 200 et il m'affiche aucun message. Je peux recommencer, ça va toujours pas m'afficher de message. Donc qu'est-ce qui se passe en fait tout simplement, c'est que il ne rentre dans cette condition-là qu'à partir du moment où il y a une redirection. Et moi je veux que ça marche aussi quand il n'y a pas de redirection. Donc je pourrais avoir plusieurs manières de faire les choses, mais tout simplement je vais reproduire ce code-là. Et on va mettre un peu de commentaires histoire de s'y retrouver. Il y a une redirection, on fait ça. Sinon, on fait ça. Alors là, je devrais probablement, si j'étais quelqu'un de très rigoureux, mettre un elif, donc un else if. Mais en pratique, en fait, je le mets pas. Ça va rien changer. Je peux le mettre quand même, hein, histoire que ce soit plus joli. Mais grosso modo, s'il n'y a pas de redirection, de toute façon, ma clause suivante va être prise en compte. Hop, et donc là, si j'exécute mon petit script, j'ai bien mon erreur que j'ai moi-même générée qui s'affiche. Donc notre script, il marche plutôt bien, ça c'est cool. Et c'est un premier élément sur lequel on peut s'appuyer pour d'autres choses. Alors, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on pouvait probablement faire, c'est au lieu de mettre nos URL directement dans le fichier, les importer via un fichier texte, tout simplement, ou CSV, encore plus facile. Donc je vais reprendre ce truc-là, me créer ce magnifique... Là, j'ai pas installé... J'ai pas installé les bonnes extensions qui vont bien. Ah, ok. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, je reviens à mes moutons. J'ai juste une petite extension qui s'appelle Convert JSON to CSV et qui va
pas marcher parce qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est du JSON. C'est magique, mon truc. Hop. Et là, ça marche pas non plus. Mais pourquoi tu veux pas? En propre, mon truc, là. Ah, ok. Voilà, donc là, il m'a très simplement... transformé mon élément qui était une liste de dictionnaires, qui en fait est très très facile ensuite à transcrire au format JSON. Alors je sais pas si ça vous parle, le format JSON, c'est un format de données qui est assez pratique et qu'on aura l'occasion d'utiliser à de maintes et maintes reprises, notamment probablement a priori la semaine prochaine lorsqu'on va parler d'utilisation d'API. Dans un format que nous on a plus l'habitude d'utiliser en tant que SEO, qui est le CSV, ici avec un séparateur virgule, mais j'aurais pu remplacer la virgule par autre chose. Peu importe. Sauvegardons notre fichier. Donc notre fichier, on va l'appeler url.csv parce qu'on est très très originaux. Voilà. Et du coup, on va devoir remplacer cet import-là par l'import d'un fichier CSV. Donc le premier truc qu'on pourrait faire, c'est tout simplement la méthode classique, hein, et dont on va avoir besoin. Hop, pardon, je mets jamais les... Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout simplement... je crée une structure qui va nous permettre de lire un fichier et de transformer ce fichier dans la même structure de données qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire notre liste de dictionnaires. Alors, quelques petites remarques par rapport à ça. Déjà, une première, c'est que je vais me servir de la librairie CSV. Il va falloir que je l'importe. Dans ce cas-ci, j'ai pas besoin d'installer la librairie puisqu'elle fait partie du noyau de Python. Et dans la librairie CSV, alors je crois qu'on en avait déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus, mais je vais me servir de DictReader. Donc DictReader qui a un gros avantage par rapport au lecteur CSV simple, c'est que il va lire la première ligne de mon fichier CSV, donc ici, et se servir des intitulés de colonnes pour me fournir, au lieu d'une ligne un peu bâtarde, un objet facile à manipuler en Python. Et du coup, je vais avoir besoin quand même de créer une liste vide dans laquelle je vais pouvoir intégrer ensuite pour chaque ligne un nouveau dictionnaire avec ces valeurs-là. Donc si je fais ça déjà, il est probable que ça ne marche pas. Ah. Je fais toujours la même bêtise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, mon fichier d'entrée, il est bien pris en compte, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai des erreurs partout parce que très certainement, ce qui se passe, c'est que dans mon fichier, mon code réponse, il est considéré comme étant une chaîne de caractères,
là où ce que renvoie la, la fonction dans la librairie request, c'est un entier. Donc il va tout simplement falloir que je transforme mon code réponse en un entier. On appelle ça caster. Et dans les cas simples, c'est-à-dire dans les cas où ma chaîne de caractères est simplement constituée de chiffres, bah, ça ne va poser aucun problème. Mais ça va m'emmener au dernier sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Ok, et donc là, bah, je vois bien que les faux positifs que j'avais tout à l'heure ont bien disparu. Je n'ai plus mes entiers qui apparaissent. Et donc j'ai bien mon seul cas d'erreur qui est un faux cas, puisque c'est moi qui ai induit l'erreur, qui est apparu. Donc tout ce que j'ai eu à faire, c'est simplement rajouter devant mon appel au status code de la ligne du fichier CSV, donc cette petite fonction, on va dire, qui transforme une chaîne de caractères en un entier. Voilà, donc rien de bien méchant. Et du coup, bah, ça me permet de transformer les types dans les bons cas. Mais alors par contre, du coup, ça me fait poser plusieurs questions. Et rien ne vaut mieux qu'un exemple. Donc qu'est-ce qui se passe par exemple si j'ai quelque chose qui ne ressemble pas à une URL? Et puis qu'est-ce qui se passe également si j'ai quelque chose qui ne ressemble pas à un code réponse? Alors, je pense que le deuxième cas, voilà, va arriver en premier. Donc là, tout simplement, on me dit que il n'y a pas d'entier dans la chaîne de caractères Toto. Donc cette vérification-là, elle est facile puisqu'elle est faite automatiquement par Python. Donc pas de doute là-dessus. Je peux supprimer ma ligne et établir la vérité, entre guillemets. Par contre, dans mon deuxième cas, oulala, là j'ai un gros message d'erreur. Alors, en gros, ce qui se passe tout simplement, c'est que bah, on me dit l'URL QSDF, elle n'est pas valide, il n'y a pas de schéma, donc il n'y a pas de HTTP ou HTTPS, il n'y a rien qui va, quoi. Ce qui m'amène en fait à un sujet qui est assez important, notamment lorsqu'on va commencer à vouloir construire des scripts un petit peu robustes, c'est comment gérer les erreurs des utilisateurs, notamment dans les entrées qu'ils vont nous envoyer. Alors il y a plusieurs stratégies. Il y a notamment des gens qui vont vouloir peut-être parfois essayer de les corriger. Donc c'est typiquement ce qu'on essaie de me proposer ici. Perhaps you meant HTTP USDF. Donc est-ce que tu voulais dire ça? Et en fait la librairie pourrait même se dire, bah en fait si tu voulais peut-être dire ça, je vais essayer de requêter directement cette URL là. Bon, dans ce cas-là, ça n'aurait pas marché non plus. Mais il y a des outils que vous avez peut-être déjà utilisés d'ailleurs, qui vont chercher à corriger vos erreurs pour vous-même. L'exemple le plus parlant et qui va, je pense, vous rappeler des bons et des mauvais souvenirs, c'est le fameux T9 ou le correcteur orthographique sur notre téléphone. Il y a parfois où il se permet de corriger ce qu'il estime être des erreurs qui n'en sont pas forcément, ce qui peut vous mettre parfois dans des situations pas forcément agréables. Donc ça c'est une stratégie. Moi je préfère en tout cas de mon côté simplement notifier l'utilisateur du fait que il y a un problème. Donc là évidemment il n'y a pas de doute, on a bien un problème, mais on va essayer très rapidement de regarder une méthode un petit peu plus sexy, on va dire, de validation des choses. Hop, et alors pour ça, je vais vous présenter une librairie qui s'appelle Validator Collection.
Voilà. Alors des librairies qui vont nous permettre de valider les bons formats de données en entrée de certains éléments. Il y en a plusieurs. Moi j'utilise celle-ci parce que c'est celle dont j'ai l'habitude et que je trouve la plus adaptée à mes besoins. En gros, l'idée tout simplement, c'est que, bah, comme on a pu le voir, hein, Python considère que tout ça, c'est des chaînes de caractères. Donc ça, c'est une chaîne de caractères, ça, c'est une chaîne de caractères, etc., etc. Donc il n'y a pas forcément des types natifs dans le langage pour dire, en fait, c'est pas simplement une chaîne de caractères, c'est une URL. Ce qui veut dire qu'il y a plein de vérifications relativement simples pour nous qui ne sont pas faites nativement et qu'on va devoir intégrer par nous-mêmes. Et du coup, bah, la librairie Validator Collection, comme plein d'autres d'ailleurs qui existent, nous permet d'avoir des petits outils qui vont bien pour vérifier que, par exemple, une chaîne de caractères contient en réalité bien un email ou une URL ou une adresse IP ou ce genre de choses. Donc, c'est assez utile. Alors, je vous avoue que moi, la plupart du temps, je m'en sers surtout pour vérifier que c'est un email ou une URL ou une adresse IP. Mais vous pouvez voir qu'il y a également d'autres cas d'utilisation possibles. Et puis il y a également un autre niveau dans cette librairie, c'est en fait des fonctions qui vont renvoyer un booléen pour dire oui c'est une URL ou bien non ce n'est pas une URL. Bref, ça donne pas mal de comment dire, de possibilités pour utiliser tout ça et puis faire en sorte qu'on ait un code qui soit à la fois efficace et sécurisé par rapport justement à ces problématiques de données en entrée. Alors comment on se sert de cette librairie très rapidement? Alors je vais essayer de trouver un exemple histoire que ce soit plus rapide et qu'on finisse pas trop tard par rapport à l'heure habituelle. Donc grosso modo, en fait, ce que nous montre l'exemple, c'est les deux manières, on va dire, de gérer des exceptions en Python. Donc on a l'import simple de la librairie avec les bons éléments qui nous intéressent. Et puis en fait, ensuite, on a deux manières de faire les choses. Donc, en gros, on a une première manière qui est de faire appel à une fonction qui en fait va générer une erreur assez similaire à celle qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire ce genre d'erreur-là, où en gros on a plein d'infos qui vont s'afficher directement à la face de l'utilisateur, ce qui peut ne pas forcément être très agréable et ce qui peut dérouter beaucoup des utilisateurs néophytes qui vont se demander ce qui va se passer. Et puis on a une version un petit peu plus élégante, on va dire, de faire les choses, qui est d'utiliser la structure try except. En gros, j'essaie d'exécuter ce code-là, et s'il y a une erreur de ce type-là qui est renvoyée, et ben je vais exécuter tel ou tel comportement, pardon. Donc, concrètement, pour vous montrer très rapidement, hop, alors ça j'aurais dû le faire avant. Voilà, hop. Pardon, je me perds dans toutes les fenêtres. Alors nous, c'est pas des emails qu'on veut, mais des URL. Il n'y a pas un exemple directement. J'ai pas l'impression. Bon, c'est pas très grave. Donc, ce que je vais essayer, c'est de...
bien validé que dans Validator, la chaîne de caractères URL est bien validée comme étant une URL. L'exception à laquelle je m'attends, c'est et là, dans l'urgence, je vais me contenter d'afficher l'exception. Alors il faut quand même que j'installe cette librairie parce que sinon ça ne va pas marcher évidemment. Hop, donc comme d'habitude un petit pip install et le bon nom de package devrait suffire. Voilà. Et maintenant si j'exécute mon code, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est peut-être allé un petit peu vite, donc je reviens en arrière. Ce qui s'est passé, c'est que au moment de l'import, donc du passage de mon fichier CSV, ma structure Python, donc ma variable URL avec un S, j'ai bien un message qui me dit attention, ton URL QSDF là, bah, c'est pas une URL valide. Mais en fait, si je reprends mon code, c'est à cet endroit-là dans le code que ça se passe. Le truc, c'est que je lui dis pas, bah du coup, vu que c'est pas valide, arrête tout. Ce que je pourrais faire ici, c'est plusieurs choses. Donc, soit par exemple un break qui mettrait fin à l'exécution de la liste, de la boucle, pardon. Donc, c'est-à-dire que je vais parcourir toutes mes URL ici, et à partir du moment où je détecte qu'il y en a une qui n'est pas valide, bah, en fait, je passe pas à la suite. Mais ça, c'est bien, sauf que si j'ai des cas comme ça derrière, bah, en fait, ils seront jamais pris en compte. Ça, c'est un premier point. Il y aurait d'autres manières de faire les choses, mais on pourrait par exemple utiliser cette fonction, donc exit, avec pas forcément 0 d'ailleurs, mais 1, pour dire, bah, du coup, vu qu'il y a une erreur à cet endroit-là et que c'est une erreur critique qui ne nous permet pas de vraiment bien exécuter notre tâche, on met fin à l'exécution du programme et on s'arrête là. Donc c'est voilà, c'est comme ça que ça se passe. On reviendra sur ce genre d'éléments-là plus tard parce que bah, on va voir au fur et à mesure des prochains épisodes à la fois qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu avec la librairie request pour aller plus loin et commencer à regarder également ce qui se passe sur des vraies pages web, aller récupérer peut-être un petit peu d'éléments et faire des débuts de scrapping. On va aussi essayer de se connecter à des API et faire des petites requêtes, et puis surtout on va voir aussi comment on va pouvoir créer des scripts un peu plus avancés que ce premier script ici, pour nous permettre de, bah, par exemple, gérer tout ça de manière automatisée et être capable de se lancer des alertes en cas de problème, et du coup avoir des vrais outils de monitoring maison qui tourneront sans douleur de notre côté. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que tout ça vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter sur Twitter ou à me laisser un commentaire en bas de la vidéo si vous regardez ça en replay sur YouTube. Je vous remercie pour votre attention, et comme l'a dit Yannick, bah ça y est, c'est l'heure de l'apéro. Donc on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Maintenant il fait nuit à cette heure-ci. Et puis à très bientôt. Et ben, merci à toi Tchernenko. Et de rien, avec plaisir. Allez, bonne fin de journée, à bientôt.